Bonsoir et bienvenue dans Vieille Canine, l'émission des vétérans de la Canaria qui déterre les vieux vampires. À chaque épisode, on convoque un invité, parfois plusieurs, et on ressort ses vieux dossiers. Moi, c'est Jérôme, et j'ai le plaisir d'animer cette émission avec mon ami Vincent. Bonsoir Vincent. Hello Jérôme. Alors ce soir, émission spéciale, entretien avec une brochette de vampires, puisque nous avons retrouvé quelques représentants du clan Gangrel qui ont accepté de se prêter au jeu, comme leur copain Brouja il y a quelques semaines, à un périlleux exercice de groupe. Je vais vous inviter à vous présenter un par un, commençons peut-être par Caroline. Bonsoir, je suis Caroline et j'ai joué d'une ancienne gangrel, Victoire, de à peu près 2001 à 2004-5. Voilà, 2004-5 pendant 3 ans. Et j'ai adoré interpréter cette ancienne. Tu jouais où, Caroline ? J'ai commencé à interpréter Victoire à Angers. C'est à Angers que tout a commencé. Et puis, progressivement, Victoire a fait des incursions à Nantes. Et j'ai eu l'occasion de l'interpréter également dans 2 conclaves, celui de Melun et un conclave Gangrel du côté d'Orléans, dont Steve pourra mieux vous parler. On va longuement en reparler de ce conclave. Justement, Steve. Moi, c'est Steve Vauche. J'ai joué à Nantes et un personnage qui s'appelait Balkir. Voilà, une grosse brute, un petit chouïa fine quand même, parce qu'il n'y a pas que des brutes chez les gros-greux. Et voilà, tout simplement. Et quelle époque alors pour toi ? Pareil, 2002, 2005, début 2005, quasiment. Bon, très bien. Voilà. Ce soir, on reçoit également Guillaume. Oui, bonsoir, je suis Guillaume et j'étais Marc de Montauloup. Le fait le plus connu chez les Gangrel, c'était l'autarque, celui qui a dit on se casse. Voilà. Oui. Donc, voilà. Et j'ai interprété le personnage de 1992 à 2002. 92. Ouais, nous, on a commencé le chapitre lillois, la Fédé n'existait pas encore et on a créé l'association en 92 sur l'île. Donc, le personnage était là dès le départ et il est resté jusqu'en 2002 quand ça s'est arrêté. Alors, on poursuit les présentations avec Jean-Pierre. Oui, bonsoir. Moi, j'ai créé et interprété le personnage de Saül, parfois appelé Monsieur de Saint-Paul, lorsqu'il était dans ses bons jours ou ses bonnes nuits près de la Golconde, de 1993 à Grenoble jusqu'en 2000, quand j'ai quitté Grenoble dans la vie profane pour m'exiler dans les Hauts-de-France. Et alors la surprise, puisque nous avons un 5e invité qui nous a rejoint, un autre Jean-Pierre. Jean-Pierre, présente-toi. Qui es-tu ? Et du coup, je jouais sur Versailles-Saint-Quentin avec dans la cité du cardinal Simon, la glorieuse cité. Je jouais Marc Vallon en fait. Et donc j'ai eu le plaisir de vous rencontrer lors de cette fameuse soirée il y a maintenant 5-6 ans. Effectivement, il y a un petit décalage, il y a des joueurs très anciens, des joueurs un peu plus récents, mais c'est très intéressant. Oui, parce que du coup, la cité de Versailles-Saint-Quentin s'est montée, a reçu Quentin de Beaujeu, donc Mickaël la dernière fois, et donc je crois que ça s'est monté en 95, 94, non ? À peu près, ouais, c'est ça. Ouais, à peu près, c'est ça. Ouais. Mm-hmm. Donc voilà, et depuis, en fait, depuis le perso, n'a pas cessé de jouer en fait. Quelques petites interruptions à droite à gauche, mais globalement, il a tenu une petite vingtaine d'années quand même. Alors, est-ce que vous vous connaissiez tous en jeu ? Et si oui, quels souvenirs vous gardez les uns des autres des personnages que vous avez interprétés et même peut-être de votre première rencontre ? Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous vous êtes rencontrés en jeu pour la première fois et l'image que vous aviez des autres ? Alors moi, je me souviens en jeu, j'ai rencontré Steve, ça c'est sûr, Balkir. Ouais. On s'est vu pas mal de fois. Ça, on s'est croisés un peu partout. Et, voilà. Caro, non, on s'est croisés au dernier conclave. On s'était pas croisés avant. Et Jean-Pierre, je crois qu'on s'est croisés
peut-être au conclave de Lyon. Je sais pas si tu étais là avec Saül en 2000. Mais de toute façon, quand on se croisait, on s'évitait. Donc voilà quoi. On se voyait, on se faisait coucou et ça s'arrêtait là. Oui, c'est en effet. Moi, je passais plus de temps avec les ventroux qu'avec les gangrels. Et C'est vrai. c'était un côté frustration. Voilà. Et en effet, je vous ai tous rencontrés au dernier conclave. Mais aussi, effectivement, parce que 2000, c'est le moment où j'ai arrêté de jouer. Mhm. Voilà, ça a commencé à prendre énormément de mon temps sur Grenoble entre 93 et 2000, et à un moment donné, j'ai dit il faut que j'arrête. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est rencontrés au dernier conclave. Ah, mais tu étais toujours accompagné de Benjamin, me semble-t-il, hein, non? Je me rappelle l'équipe de compte. Oui, tout à fait, Ouais. oui, parce que Benjamin était dans l'équipe au départ de Grenoble. Il a rejoint la Camarilla à Grenoble, donc que l'on avait fondé. Moi, j'avais le compte en 1993, jusqu'à ce que ensuite Nicolas Milesi, alors Nicolas M, pardon. En plus, il y en a deux, donc bon, Nicolas M. Celui qui joue des assassins, mais en qui il faut avoir confiance. Ouais, c'est ça. Voilà, sur qui on peut compter. Ensuite repris le compte, et Benjamin M, lui aussi, a repris le compte ensuite sur la partie ASN Gangrel. Oui, en effet, tout à fait. Ah, c'est l'ACN légendaire. Tout le monde le disait. Tout le monde le dit encore. Si je peux me permettre, en fait, la cagoule de Saül, c'est la faute à Benjamin. Ah. Elle est pas dans ta tronche. Raconte. C'est la faute à Benjamin. En fait, jusque milieu des années 90, je jouais Saül sans cagoule, à visage découvert. Mhm. Et un jour, je jouais une goule humaine, une goule d'un vampire ventrou. Et Benjamin, qui jouait un autre personnage, a détruit cette goule, parce qu'il le pouvait, sur un coup de tête. Et je lui en ai énormément voulu. Et donc, la partie d'après, j'avais fait concevoir une cagoule pour jouer un Vref. D'accord. Ok. Avec cagoule enchaînée, qui poursuivait le personnage de Benjamin. C'était sa victime. Excellent. Excellent. Pour lui faire comprendre qu'on ne tue pas des personnages comme ça, même sans quand on est motif conteur. secondaire. Voilà. Et bon, ce personnage n'avait pas tellement d'avenir, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais de la cagoule? Et là, dans un conclave de Paris, les trémères me font exploser mon personnage. Mais le conteur accepte qu'il revienne. Il n'a pas la discipline d'Aegis pour rien. Ouais. Et je me dis, il faut montrer qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est là que j'ai mis la cagoule. Voilà. Excellent. Et toi, Caro, est-ce que tu te souviens de tes premières rencontres avec ces personnages? Je me souviens de Steve, évidemment, avec qui j'ai beaucoup joué, puisque Steve jouait à Nantes. C'est sa présence, Steve. Je peux pas vous parler du moment exact où je l'ai croisé, mais la hache de Steve, l'énergie de Steve, la cotte de maille de Steve, j'ai l'impression qu'elle a toujours tout ça a toujours fait partie du paysage. La gouaille de Balkir, quoi, ce Elle te personnage. rappelle? Elle a peur de rien. Hein. Voilà, tu t'as repenté ces salles fermées comme si ça avait été des stades entiers. C'était une énergie folle au milieu de ces petites messes basses et de ces petites conversations de salon, de l'univers d'un Élysée. Enfin, non, tu détonnais terriblement. Donc Steve, voilà, c'est un personnage emblématique dans mon parcours. Tu te rappelles la première rencontre? Non, je m'en souviens pas, mais je me souviens à quel point on a pu jouer ensemble ensuite. Oui, ça c'est.
dessus. Dame Victoire veut vous voir. Ouais, c'est ça. Salut Mémé. Ah oui, Ah oui. c'est vrai, c'est ça. Salut Mémé. D'accord. Ça n'a pas dû faire plaisir au personnage, je pense, sur l'instant. On avait l'impression que les Broujats étaient très très libérés, mais finalement, chez les gangrels, ça se parlait mal aussi. Hein. Ah, très. Ah, mais c'est une marque de respect de se parler mal. Ça fait Ouais. partie du folklore gangrel. Surtout avec toi, hein. Et ensuite, j'ai rencontré seulement JP et Guillaume au dernier Ouais. conclave. J'aurais bien D'accord. aimé les rencontrer avant, mais ça ne s'est pas fait. Donc... Ça a été une belle brochette, effectivement, comme disait Jérôme. Ça a été un beau rapprochement de personnages haut en couleur, effectivement. Alors toi, JP, toi, est-ce que tu te souviens un petit peu d'avoir joué avec les autres? Est-ce que tu te souviens de ta première rencontre avec ces personnages? J'ai pas le souvenir. Le seul il me semble que j'ai déjà rencontré antérieurement à la dernière partie, c'est Saül. Si d'aventure il était au conclave de Karka, je crois que c'était 97. Je me rappelle plus. J'ai discuté avec lui. Voilà. Il y a eu 2 conclaves. À Carcassonne, il y a eu combien de conclaves? Donc, je pense que. Et avant 97, il y en a eu. 97, c'est le premier ou le deuxième? Moi, je crois que 97, c'était le premier. Mais D'accord, donc à ce moment-là, j'y étais, oui, tout à fait, oui. C'est le Château Comtal, hein, le second. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Et arrêtez de nous parler du conclave de Carcassonne. Moi, j'y Allez, étais pas et je souffre. Ah oui, on souffre. On n'y Je était souffre pas. Mais quel physiquement dans conclave? ma chair. Caro, il y a deux endroits où il fallait être. C'était le conclave de Carcassonne et le dernier conclave. Tu en as fait un. Ouais. C'est vrai. Chouette, c'est déjà ça. Je suis ravie. Il y en a eu d'autres. Ouais, on avait eu le plaisir de jouer dans les tours comtales de Carcassonne. Ils avaient fait les choses en grand. Ça, c'était vraiment un lieu exceptionnel, quoi, au plein cœur de la ville. Donc ouais, non, j'ai pas eu le plaisir de jouer avec vous trois, si ce n'est à la dernière partie, évidemment. Mais c'est tout. Je pense pas vous avoir rencontré. En tout cas, j'ai pas le souvenir d'avoir eu des parties avec Steve, Caroline. Voilà. Mais c'est les gangrels, c'est des solitaires, hein. On se refait pas. Hein. Alors pour ceux qui ont joué ensemble, c'était quoi vos relations en jeu? Moi, j'étais joueur. Caroline et Guillaume avaient des antagos, mais très fédérateurs. Enfin, on était pour ou contre Victoire, enfin sa façon de faire, mais c'était toujours une ancienne. Chez les gangrels, de toute façon, c'était une même gauze, hein, c'est ça, tu te rappelles? Et quand tu raconté quelque chose, on était tendance à devoir t'écouter. Oh, ça me donne des frissons que tu racontes ça. Et Guillaume, c'était mon frère de sang parce que j'avais une quête en tant que joueur, c'était de ramener Roman Jurska du côté de la bête au côté humain, quoi. Donc avec mes petits points, j'ai tout fait pendant 3 ans pour qu'il récupère son point d'humanité. Et j'y ai réussi grâce à Guillaume, entre autres. Et les autres, vous aviez quoi comme relation les uns les autres? Est-ce qu'il y avait des choses un peu tendues? Pour ma part, ça a été constamment tendu avec le clan gangrel. C'est-à-dire que à chaque conclave, j'avais droit au clan gangrel qui se réunissent et qui disent oui, nous voulons juger Saül. Ah, mais on a ça en commun. Voilà. Salust aussi, c'était ça. Hein. Salust, tous les conclaves, il était jugé par le clan Broujat. Donc à chaque fois, je me retrouvais dans un cercle à devoir me défendre. Ça finissait tout le temps en ordalie, tout le temps avec le plus puissant sur le moment. Et chaque fois, eh bien, il tombait. En fait, je le battais par traîtrise en utilisant des disciplines diaboliques. Et à chaque fois, je ressortais en étant blanchi jusqu'au coup d'après. Du coup, les relations avec les gangrels ont toujours été un petit peu compliquées, jusqu'à ce qu'enfin, au dernier conclave, ils se décident et qu'on se mette tous à diabler. Vous savez. Là, enfin, quoi, des vrais vampires qui en ont. Ouais, finalement, Saül, c'était notre Salust à nous. Ouais, c'est ça.
C'est bien d'avoir un ennemi commun comme ça dans le clan. Au moins, ça crée l'unité. C'est ça fédère. Le bouc émissaire fédère. Mais Saül avait un titre important dans le clan Gangrel, si mes souvenirs sont bons. T'étais la voix, c'est ça? Non, la vengeance. La vengeance, ouais. La vengeance. Sur la fin, mais il en a fallu corrompre les anciens du clan pour en arriver jusque-là. J'ai une question. Est-ce que les autres clans ont ce type de fonctionnement, la voix, la vengeance? Je pense que non. Peut-être que ça mérite une explication pour ceux qui connaissent. C'est pas déflorer un gros secret, mais non, mais il n'y a pas de secret. Hein. On est sur les vieilles canines, il n'y a plus de secret du tout là. Hein. D'accord. Tu peux y aller. Voilà, expliquer ce qu'est la voix, la vengeance. Tu saurais faire ça, toi, Steve? Ouh, ça fait longtemps, mais. Parce qu'il y a autre chose encore, je crois. Oui, alors à la base, de toute façon, tout le monde était manipulé par un enfoiré de Mathusalem. Si mes souvenirs sont bons, puis vous me dites si je me gourre pas, c'était notre justicar Antonius Valens, c'est ça? Absolument. C'est lui qui manipulait tout. C'est ça. Ouais. Tout était manipulé. En fait, il voulait pas avoir des petits trop puissants et il voulait les garder pour les bouffer si vraiment il avait besoin. Si mes C'est souvenirs pour sont ça bons. qu'il n'a eu que le sort qu'il méritait. Oui, Absolument aucun remords. Moi, je pensais qu'il aurait meilleur goût quand même. Mais bon. En fait, après Antonius Valens, si mes souvenirs sont bons, il y avait Henri de Ruinis, qui était son premier enfant. Et lui, il était droit. Tu sais, t'as la pourriture qui est en haut, qui veut tout faire, mais qui a le beau rôle, qui est le justicard. Et Henri de Ruinis, il se battait avec ses petits poings pour dire on est la justice, on est droit, nickel et tout. Et en plus, ce personnage était droit, mais droit, avec toutes ces saloperies autour. En fait, il y a trois rôles majeurs dans le clan Gangrel. La vengeance, la griffe, si je ne m'abuse. Non, il y avait la vengeance, la voix et la justice, je crois. Voilà, c'est ça. Des rôles qui changent en fonction des titres et des rôles, et un pouvoir qui change en fonction des intrigues internes au clan, et qui étaient des rôles à la fois au sein du clan, mais aussi vis-à-vis des autres clans. Ah oui. Les gens vous connaissaient, on savait, même si on était Ventrou ou Brouja, on savait qui était la voix du clan Gangrel et on savait ce qu'elle faisait. Oui, quand elle s'adressait, elle pouvait s'adresser au Gangrel, mais elle pouvait aussi s'adresser aux autres clans. Et à ce moment-là, les autres clans allaient savoir qui était la voix du clan auprès d'eux. Quelles étaient les prérogatives de ces 3 titres? En fait, c'était surtout de se faire bien passer, d'être dans la Camarilla des bons petits soldats, des gentils. Mais en fait, en tout cas par leurs histoires, ils étaient tous dans un but de prendre le pouvoir. Donc, d'une façon ou d'une autre, de pourrir l'autre pour prendre sa place. Voilà, c'est comme ça que je m'en souviens. Alors, par rapport au triumvirat qui dirigeait le clan, donc la justice, la vengeance et la voix, moi j'avais un rôle autre parce que moi j'ai dit non, nous on se casse et j'ai été l'épine dans leur pied de dire non, votre hiérarchie, j'en ai rien à faire, on est des individualistes et ça se règle autrement les règles chez nous. C'est effectivement l'ordalie, la parole, le conclave. Donc, mais oui, c'était censé c'était la première base, le triumvirat qu'on a cité, qui était le pouvoir au sein du clan Gangrel, les plus forts des Gangrel, ceux qui étaient les plus respectés et ceux à qui il y avait rien à dire. Avant qu'on nomme les gardiens des territoires et ainsi de suite, et qu'il y ait eu d'autres. C'est venu après. D'autres pouvoirs en place, ouais. Et aussi le pouvoir au sein de la Camarilla, oui. Voire même peut-être au-delà de la Camarilla. D'où ton erreur de vouloir quitter la Camarilla. Il faut jouer le jeu des hauts clans. Non. Pas meilleur que les grands C'est pas honorable. Nous sommes les descendants des seigneurs. King, notamment. Mais Marc de Montelou a réussi son exploit, c'est de pourrir la gueule à Roman et dire les autarques fuck off, voilà. Et la plupart des petits jeunes, des nouveau-nés, des joueurs,
on dit waouh, celui-là il est bon, il est bien. Et on est quasiment tous partis grâce à lui. Hein. C'est grâce. Ouais. Ce qui n'était pas prévu par le comte à l'époque et qui a fait un peu trop de fumée. Ouais. Tu aurais dû voir la tronche d'Ève et de Benjamin. Il s'arrachait les cheveux. Ève, il dit le salaud. Ouais, surtout qu'elle fait. Ève, elle s'est fait piéger, mais joliment. Ah, royal, ouais. Ah ouais. Ève, en fait, donc c'était Hermine de Lussac. Qui était gardienne des terres de l'Est. Et en fait, elle avait fait appel à Marc de Montauloux pour gérer un problème garou, chose où il avait des accointances par rapport à des gens qu'elle voulait protéger. Donc, résultat, tout se passe bien, elle a ce qu'elle veut. Résultat, elle a une dette. Bon, jusque-là, tout va bien. Et on arrive au conclave de Lyon. Et donc, moi, j'avais déjà lancé l'autarcie. Et là, il y a Ève, un moment, donc les gens discutent, est-ce qu'on quitte la Cama, est-ce qu'on quitte pas? Et à Ève, je lui dis, tu payes ta dette et j'ai libéré certains des tiens, donc toi, tu te libères aussi et tu quittes la Camarilla. De toute façon, t'as pas le choix, c'est pour payer ta dette. Donc elle, boum, elle était obligée de sortir de la Cama, qu'elle le veuille ou non, en paiement de dette. Je me rappelle. Du coup, Roman, il a pas beaucoup apprécié, mais ça, on a réglé ça à l'heure d'Ali après, c'était tant pis pour lui. Donc... Il y avait du beau jeu. En fait, c'est ça qui était bien, c'est que même les compteurs arrivaient à se faire déborder. Et c'était la folie, quoi. En fait, l'autarcie, c'était donc dans les années 2000, il y a eu une refonte du compte et on avait dit, le compte voulait se caler sur la 3e édition de Vampire en disant, voilà, les gangrels quittent la Cama, il y avait d'autres trucs un peu dans tous les clans. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire jouer ça? J'ai dit, pas de problème. Moi, je suis un ancien. Si je veux quitter la Cama, je quitte la Cama et personne n'aura rien à me dire. Donc, j'ai dit, voilà, sur les terres du Nord, on s'en va. Enfin, je m'en vais. Et après, j'ai expliqué aux gens pourquoi je voulais m'en aller. Ouais. Sauf que ça fait un peu effet boule de neige parce que tu joues sur la notion d'honneur. On est manipulé par la politique, ça va pas du tout. C'est pas honorable par rapport au code d'honneur des gangrels. On est là depuis tout le temps. Et là, tous les jeunes, t'as raison. Et tout le monde a voulu partir. Et là, du coup, le comte avait pas prévu de dire. Ils partaient tous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? C'était un peu le problème qui s'est passé à l'époque. L'ACL, c'était Ludovic Lorue, et même lui, il savait plus quoi faire après. On a mis du temps à s'en remettre. Quelle place il restait pour les joueurs nouveau-nés, le joueur de base? On peut ni être ni la voix, ni la vengeance, ni la griffe. Qu'est-ce qui lui reste? Tout, parce que dans un cercle, l'avantage d'être dans un cercle gangrel, c'est qu'il n'y a pas de statut plus haut que l'autre. Un ancien a le même statut qu'un nouveau-né. Et en fait, on pouvait tous balancer, et même ça allait très loin des fois, avec des dettes de sang, avec des trahisons, etc. Enfin, c'était vraiment Dallas version gangrel, quoi. Mais quand on sortait du cercle, en fait, l'ancien ne pouvait pas t'en vouloir, ou du moins, sinon, te déclarer une ordalie. Et là, ça voulait passer pour une saloperie envers tout le reste du groupe, du clan. Donc, en général, il s'abstenait. Il faisait attention, et c'était très rare qu'il y ait les ordalies. Moi, ce que j'en ai connu 5 réellement en 5 ans, quoi, en 4 ans et demi de jeu. Mais c'était il n'y a pas d'ordalie à la destruction. C'était vraiment, j'ai raison, je te poutre la tronche, et puis tu te tais et tu vas fermer ta gueule, tu dégages. Bon, c'était simple. Le problème des gangrels, c'est qu'on ne pouvait pas mentir. Si tu avais le malheur de mentir. Mais qu'est-ce que j'entends depuis 5 minutes? Tu pouvais faire pipeau, mais alors là, si tu te faisais flinguer, tu perdais ta voix, tu étais à Hull. Je m'inscris en faux. Tant que tu avais ta voix. Il n'y a pas plus menteur qu'un gangrel. J'ai passé des millénaires, des siècles à mentir. Non, un gangrel, ça n'a pas de mémoire. Hélas, alors qu'on dit que ça retient tout, mais il ment par omission tout le temps. Ou même pas que par omission.
En fait, Vincent, en dehors des titres de pouvoir qu'avait le clan, pour les joueurs, c'était vraiment un clan libre où les gens faisaient ce qu'ils voulaient. La voix et tout ça, c'était juste des personnages puissants qu'on montrait pour faire des scènes ou quoi que ce soit. Après, dans le clan, c'était les joueurs qui faisaient le clan et les anciens, c'était là pour être des gardiens et calmer le jeu au cas où, mais voilà, le jeu, il était fait par les nouveau-nés et ça allait très bien comme ça, avec même des récompenses justement pour liées aux mythologies celtiques et tout ça. Donc, tu as eu, je sais pas combien de nouveau-nés qui sont devenus des bardes du clan et qui allaient raconter les histoires de ville en ville et tout ça, et c'était top, ça. Nicolas Desrumeaux, le haut barde de Francie. C'est ça. L'Arpenteur. L'arpenteur. C'est quelque chose qui me tenait à cœur de développer ce soir. Pendant que je jouais, il y a des années, on parlait beaucoup du gangrel comme du type à poil qui se bagarre vite, qui est pas très fut-fut et qui tabasse. Ok, bon, il y a de ça, c'est vrai. Mais j'ai eu aussi, moi, l'immense chance de découvrir, particulièrement au conclave d'Orléans, la profondeur de ce clan. À travers son folklore, les contes, la culture régionale qui a été apportée à ce clan, voire nationale, parce qu'il y avait des choses importées d'Europe de l'Est. Et c'était d'une richesse et d'une profondeur très émouvante. Vraiment, le cercle gangrel, faut se imaginer ce que ça peut représenter. Quand on boit tous à la coupe, mes souvenirs se sont un peu émoussés, mais tu te souviens ça, Steve? Tout un groupe de gangrels en cercle qui boivent C'était la famille, ouais. pour je sais plus quel en était le but, mais c'était un moment fort. Mais il y avait un but, je veux dire, il y avait une symbolique à ça, et il y avait une raison d'être à tous ces rituels et toutes ces croyances. Voilà. Et pour moi, l'émission de ce soir, c'était aussi l'occasion de rappeler que c'est pas un gangrel, c'est pas seulement s'énerver vite, sortir les griffes et faire 3 dégâts de blessure comme ça sur un coup de tête. Et du coup, pour rejoindre Caroline, en fait, ce qu'il y a d'intéressant dans ce clan, c'est notamment pour les conclaves, c'est qu'il y avait une transmission d'informations. C'est pas simplement les contes et autre chose du clan, il y avait aussi transmission d'informations aux Ankila et puis aux nouveau-nés, donc ça, c'était vraiment appréciable. Mais à vous écouter, comme j'ai pas eu de jouer avec vous êtes tous des anciens en fait. Il y a que moi qui suis un petit bébé par rapport à vous, quoi. J'ai commencé à Angers comme joueuse Giovanni et un jour le compteur est venu me voir en disant il existe un personnage ancien, Victoire, qui n'a jamais été incarné mal par un garçon alors que c'est supposé être une femme. Est-ce que tu veux bien la faire? Et donc j'ai créé physiquement cette ancienne. Je crois qu'on est dans l'émission des vérités, donc je peux le dire aujourd'hui. Victoire, c'est un personnage qui a 700 ans, qui est une vraie grande, belle ancienne. On m'a donné tout son background et on m'a demandé de l'interpréter. Parce que moi, égoïstement, je préfère faire en GM. C'est mon truc. Être joueuse m'intéresse assez moyennement, participer aux intrigues, bof. Mais me confier un perso à interpréter pour favoriser le jeu des joueurs, là, j'y trouve mon plaisir. Donc ça, c'était une ancienne comme ça que je la concevais. Et c'est ce que j'ai joué pendant 3 ans du mieux que j'ai pu. Mais après toi, JP, vous n'avez pas été de la même génération. Oui, après, c'est ça. En complément de ce que vous avez dit, moi, ce qui m'a... Au départ, j'avais pas quand j'ai créé le personnage et la Camarilla à Grenoble en 93, j'avais pas l'intention de jouer un gangrel. Je voulais jouer un ventrou. Et j'avais des cheveux longs et une barbe très longue. Donc on m'a dit toi, il n'y a pas de souci, tu joues le gangrel. Bon. Okay. Mais pour moi, le gangrel, c'est la liberté d'être qui on souhaite être. Et à partir de là, si je veux être plutôt le gangrel, le city gangrel anti-tribu, qui est un concurrent des ventrous, qui ment, qui domine et qui joue le jeu de la politique,
ça m'a paru possible. Et c'était tout l'intérêt, finalement. On pouvait jouer un stéréotype si on le souhaitait. On pouvait aussi casser les stéréotypes. C'était possible, mais c'était pas très camarien. Toi qui défends la Camarilla, anti-tribu, gangrel, c'était pas très camarien quand même. À la fin du dernier conclave, je discutais avec Gilles de Rais. Est-ce qu'il peut plutôt m'aider à être justicard au cercle intérieur, ou au contraire plutôt rejoindre le sabbat? Donc libre. Ah oui, libre. Absolument libre. Toi, tu es libre de quitter la Camarilla. Moi, je suis libre d'être un infiltré du sabbat sans le savoir depuis des siècles. Et pour moi, justement, le lien entre ancien et nouveau-né, il y avait et Ancilla, c'était pas forcément une question de clan. C'est-à-dire, pour moi, l'ancien Gangrel, c'était à peu près la même chose que l'ancien Ventrou, l'ancien Broura, etc. Par contre, c'est vrai que dans la structure du clan Gangrel en conclave, il y avait des moyens de créer du jeu entre anciens et nouveau-nés. Mais ce jeu-là, il existait aussi. Moi, je l'ai connu aussi entre anciens Gangrel et nouveau-nés de tous les autres clans. Un des conclaves de Paris, j'avais en fait deux nouveau-nés Ventrou de Grenoble qui ont comploté avec les Trémères pour m'abattre. Et en apparence, ils étaient mes protégés. Ou à Grenoble, avec la notion de veneur, qui était un peu une façon de s'inspirer de la notion du cercle des gangrels, mais veneur avec tous les clans. Là, ça permettait effectivement d'intégrer des nouveau-nés et de leur donner des directions, des actions à réaliser, un objectif, des quêtes, et qui étaient quand même reliées finalement avec les intrigues les plus obscures du conte. Et quoi, les veneurs? C'était un titre de joueur? Ça a été, si je ne me trompe pas, une invention originale de Nicolas M. De dire, en fait, finalement, les veneurs, alors il y avait quand même une allusion au jeu de rôle Hurlement, veneur, grand veneur. Également, on voit aussi à des façons de jouer, à des roleplays qui plaisaient quand même à la base beaucoup aux gangrels. Et c'était en fait une façon de faire un groupe de personnages plutôt guerriers et violents, mais de tous les clans, au service du prince de Grenoble. Et de ce fait, le grand veneur participait aux intrigues de cour du prince et à l'échelle de la France, mais derrière, il y avait des retombées pour des actions pour tous les membres de tous les âges des veneurs qui étaient de tous les clans. Voilà, beaucoup effectivement de Broura et de Nosferatu, mais pas seulement. Moi, j'aimerais savoir, au niveau local, vous aviez les uns et les autres des coteries, des meutes de gangrels. Comment ça se passait, l'organisation? C'était chacun faisait ce qu'il voulait ou... Oui, il y avait des coteries, mais alors les coteries, elles n'étaient pas limitées qu'aux gangrels ou quoi que ce soit. Localement, tu avais des coteries qui avaient les mêmes buts, et en fait, donc ça mélangeait un peu tout le monde. Par contre, on avait toujours effectivement cette notion de clan gangrel dans tous les endroits où j'ai pu aller, où là, effectivement, c'était... chacun était libre, après avoir fait sa petite réunion avec le clan, chacun repartait à ses actions comme il voulait. Mais le clan passait avant tout. Voilà. Moi, j'ai toujours mis le clan avant le reste de mes devoirs à la Camarilla, ce qui a profondément énervé pas mal de monde. Et c'est vrai qu'en tant que joueur, j'adorais me balader dans toutes les cités. De par mon travail, c'était plus facile. Et on m'a reproché de pas faire de jeu réel à Nantes,
alors j'en faisais partout ailleurs, tu vois, ça fait partie des petites choses, quoi. Mais le clan Gangrel, si tu veux, c'était une grande famille. C'était un plaisir immense de se retrouver le soir même avec entre personnages, tu vois, et mais l'étreinte réelle de famille, quoi. Et à la fin, les Gangrel, on faisait un truc à part à chaque fois. Il y avait toujours une foule, tu vois, et hop, on se mettait sur le côté, et puis on se retrouvait, on rigolait, etc. Et on jugeait Saül. aussi. S'il était là, ouais, effectivement. Voilà, mais bon, comme aucun ne pouvait résister à Daimonologie. Alors justement, alors là, tu me tends la perche. Depuis tout à l'heure, vous avez l'air de dire oui, mais alors moi, j'avais des trucs pas très propres. On aime beaucoup les choses sales, hein, nous, aux Vieilles Canines. C'est le moment de balancer vos plus dark secrets, vos secrets les plus sombres. On va commencer par toi, JPC. C'était quoi ces secrets, ces pouvoirs innommables avec lesquels tu truandais le reste de ton clan? Le personnage a été étreint en Lituanie sur un champ de bataille par son sire et a été façonné pendant des siècles pour devenir le réceptacle d'un esprit infernal. Wow. En fait, son destin était d'être possédé. Il a lutté toute son existence pour échapper à ce destin, mais sauf que, bien entendu, ça s'est présenté. Et donc, il y a eu tout un lien avec le denier et avec les esprits infernaux qui se disputaient le denier. D'accord. Donc, depuis le début, le personnage est à une moitié de Ventrou et de Baali. Waouh. Par conséquent, effectivement, bien notamment, chaque fois que le camp Gangrel ou d'autres m'accusaient de démonologie, c'était tout à fait exact. C'était tout à fait exact. Sauf que c'est grâce à ces pouvoirs qu'à chaque fois je pouvais m'en échapper. Mon adversaire allait me trucider et je lui disais, bah écoute. Tu es en train de voir ta pire terreur se produire, ta pire peur se produire, tu es dans les flammes de l'enfer. À ton avis, qu'est-ce que tu fais ? Tu arrives à me détruire ou là, il se passe quelque chose et je m'en échappe ? Et à chaque fois, je m'en échappais. C'est très sale. C'est moche. C'est ça. Voilà. Et après, il est des nôtres. C'est un bon Gangrel, honnête, comme tout ce que je viens d'entendre. Droit, loyal, honorable, etc. Donc principalement, c'était là. Et puis il y avait la haine des Trémères. Leur chantry parisienne, ils ont cru m'avoir, mais elle a été bien. Ils ont perdu quelques ressources. Ils ont perdu une power base pendant quelques temps. Voilà. Et ça s'est conclu au dernier conclave où effectivement je faisais semblant d'aider Gilles de Rais à appeler le baron dans le but, le démon baron dans le but qui cherchait le denier. Alors qu'en fait, le denier, je le réservais à mon premier maître démoniaque. Et donc finalement, l'un dans l'autre, les ennemis de mes ennemis font que j'ai œuvré pour le bien en empêchant Baron de mettre la main sur le denier. pour de très mauvaises raisons. Oui, personnage particulièrement sale. Hein, ça, on aime bien ça. On va enchaîner. JP, toi, alors parle-nous un peu, parce que tu n'as pas eu l'occasion de te présenter vraiment. Toi, parle-nous de ton personnage et puis enchaîne en nous expliquant s'il avait des choses un peu sales à se reprocher. Oui, du coup, j'étais plutôt local en fait, plutôt ancré sur la cité de Versailles, Saint-Quentin. J'ai pas fait beaucoup de conclaves, donc j'étais pas trop comment dirais-je, imbriqué dans les intrigues nationales. Et puis je tentais de faire comment dirais-je, de faire prévaloir ce qu'on avait monté au tout début de la création sur Saint-Quentin, puisque la cité, s'il y avait un ancien, un Anquila. Enfin, c'est comme ça que Jérôme et les autres avaient pensé les choses. Et du coup, on avait créé avec l'ancien ce qu'on appelait la confrérie de la Louve, et je me suis évertué
à la porter pendant toutes ces années, à lui donner une consistance, créer une sorte d'unité au sein des quelques gangrels qu'il y avait sur la cité. Particulièrement sale, pas autant que Saül, passé après lui, évidemment. Moi, je suis un être profondément droit, intègre et honorable. C'était facile avec. Mais non, j'ai quelques ombres au tableau. Celui d'avoir, comment dirais-je, diablé une comment ça s'appelle, une Nosferatu. Une petite broutille. L'occasion s'est présentée et puis finalement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis non, les choses un peu sales. Pas tant que ça en fait. Si, dernier conclave où j'appartenais à cette confrérie ou à ce groupe là, effectivement, qui tentait d'invoquer à ce groupe de démonologie. Voilà pour le côté un peu sombre. À moins que Jérôme n'ait le souvenir de quelques crasses qui m'auraient échappé. Mais j'ai pas été aussi. J'essayais d'être droit en fait. Et dans une cité avec le cardinal Simon, c'est quand même pas facile. Oh, ça va, il y a pire. C'est vrai, c'est pas faux. On t'avait pas collé le meurtre de Vincent Fabre sur le dernier conclave, non? On t'avait pas mis ça sur le dos? Non, le meurtre que j'avais effectué, c'était Blackjack et j'avais été jugé. Blackjack. C'était Blackjack et j'ai été jugé au conclave de Carcassonne devant le justiciar Trémer. Et du coup, j'avoue que j'en ai pas large. En plein. Puis là, j'étais jugé devant tout le monde, quoi, pas en petit comité. Donc, il a fallu que je me dépatouille. Donc moi aussi, finalement, j'ai eu mon petit jugement. Et grâce au cardinal Simon qui a magouillé en coulisses pour régler ça comme une affaire interne. Mais je voyais déjà la fin de mon perso s'afficher. Moi aussi, ouais. Caro, Victoire, il y avait des choses un peu sales à savoir ou à cacher, justement? Déjà, pour remonter à la genèse, à l'histoire de ce personnage, il faut savoir, pour ceux qui l'ignoreraient, je ne sais pas si ça existe, mais chez les gangrels, lorsque un sire étreint son enfant, il l'abandonne. L'enfant n'est pas éduqué par son sire, il se débrouille. Et ce personnage a été enterré dès son étreinte. Et je crois pieuté. Je le parierai pas, mais pieuté. Et elle a été sortie de terre par des garous. L'éducation de Victoire s'est faite au sein d'un clan garou, des Black Spirals, si ma mémoire est bonne. Et donc, elle a vécu au milieu des garous pendant des centaines d'années. Elle a mené des guerres en Espagne, elle s'est battue, pas du tout avec les vampires. Enfin, c'est arrivé beaucoup plus tard. Donc ça, c'est une partie que peut-être des gens ignorent, mais je pense que ça peut. Et sinon, en effet, il y a l'histoire du manoir, quoi. C'est incroyable. C'était elle, la porteuse. Le vecteur, c'est elle. Et JPC, c'est comme ça qu'à Melun, moi aussi, je suis passée en procès dans un cercle gangrel. Tu es porteuse du mal noir, c'est mal. Et j'ai vécu de belles séances de jeu à essayer de défendre le fait que non, c'était pas tout à fait vrai, alors qu'en fait, elle était bien sûr porteuse du mal noir, et elle savait surtout l'utiliser, le mettre à profit. Non seulement elle savait surmonter la maladie, mais elle savait l'utiliser. Elle avait appris ça. C'est bien sale. Tintin. Dans le cercle, tu te rappelles, Guillaume? Dans le cercle, il y avait tous les jeunes joueurs, tous les novices, quoi, entre autres. Et l'autre, elle a parlé pendant 1 heure, et tout d'un coup, après, personne ne voulait la poutrer à la fin. Elle dit, elle est gentille, c'est la copine, faut la libérer, libérez-la. Non, mais oh, mais tu vas où, toi? C'est une pourriture, c'est une crapule finie. Non, faut la libérer, mais
te rappelles, Caroline, hein, Oui, bah, j'avais fait preuve d'un peu d'éloquence et j'avais réussi à convaincre en toute bonne. C'était du pur roleplay. Ça, c'était du C'est roleplay. clair. Je c'est l'ai clair. eu, voilà, comme ça. Voilà pour les 2 éventuels Dark Secrets. Bravo. Finalement, les meilleurs, enfin, les souvenirs les plus, peut-être pas forcément les meilleurs, mais les plus intenses qui restent, c'est ceux où le personnage a été vraiment menacé Bien sûr. et où il s'en est sorti en puisant dans ses propres ressources, quelles qu'elles soient. Le roleplay, des intrigues, des disciplines ou quoi que ce soit, quoi. Et effectivement, c'est les moments qu'on retient vraiment bien par la suite, en dehors ensuite de moments de pur roleplay liés au background du personnage, qui sont des moments de plaisir, mais moins des moments d'adrénaline, comme ceux où on est vraiment passé à 2 doigts de la destruction, de la mort finale. Alors, l'adrénaline, moi, c'est la minute qui précède le procès où j'attends dans le couloir, cerné par 4 gorilles, et je sais très bien, je me sens prise au piège. Et là, le rôle monte. Je me dis à quelle sauce je vais être mangée. Oui, il y a des moments comme ça d'intensité de jeu. Tu fais bien de le rappeler. C'est ce qui fait le plaisir, la saveur. Ouais, tout à fait. J'ai adoré. Et la première fois, comme toujours, hein, la première fois me reste particulièrement. Il y avait ce conclave à Paris, dans les rues de Paris, avec 96. un joueur. Voilà. Et je me rappelle plus son nom. Il jouait un brouhaha. S'était fait une spécialité de détruire les autres personnages. Je me rappelle plus comment il s'appelait. Donc on en entendait parler, on commençait à voir la liste de personnages véritablement tués, détruits. Alors bon, c'était pas très drôle pour les joueurs, hein. Et effectivement, un de ses premiers moments, moi, à un moment donné, ce joueur, ce personnage me provoque. Là, pour le coup, l'honneur, je me laisse aller. Et effectivement, là, en 96, j'ai été à 2 doigts d'avoir le personnage, mais définitivement détruit. Là, sans compteur qui viennent te récupérer le truc. Et c'est là que je m'en suis sorti par une entourloupe avec le joueur. Et finalement, ça a été un moment. Autant j'avais l'impression que ce joueur était, je vais être dur, je me disais, mais ce joueur, c'est un gros con. Il fait quoi là? Il nous fait quoi là? Il prend son plaisir à détruire les personnages des autres. C'est quoi l'intérêt? Et là, j'étais à 2 doigts et on se met d'accord. Je lui dis, bah écoute, ouais, tu peux détruire mon personnage. Maintenant, ça pourrait se terminer comme ça. Voilà, tu vois ta plus grande peur, tu vois l'enfer. Elle dit, ouais, ça me plaît. Et là, on découvre un aspect de son personnage. Ses enfants humains. Et un grand moment de roleplay dans la rue, en pleine rue, ce qui fait que par la suite, on a été accusé d'avoir brisé la mascarade, bien sûr, mais ça a été, voilà, c'était en 96, je m'en souviens encore si c'était hier. Les autres moments ensuite ont été un peu du même style, mais la première fois, c'est là que vraiment l'adrénaline est au max. C'est cool. Alors reprenons notre fil, juste pour donner la parole à tout le monde. Alors Guillaume, oui. Est-ce que tu as des Dark Secrets à nous avouer? Parce que ça intéresse nos auditeurs. Alors déjà, il y a un Dark Secret qui était lié un peu aux Hauts-de-France et donc au personnage. C'est parce que tout le monde s'étonnait que sur l'île et plus sur le littoral, on trouve du sabbat en toute liberté, enfin sur le littoral, on trouve des lupins en toute liberté, enfin il y avait de tout, des kétifs, tout se baladait comme on voulait. Et le principe, c'était de dire pourquoi dans cette région il y a ça. Alors tout le monde se disait, la région appartenait à Marc de Montolou et personne n'osait comprendre ce qui se passait. Ce qui se passait, c'est qu'en fait, c'était un accord avec François Villon. Je confirme. Depuis le début. Pour vous situer, Marc de Montolou, il a vu la naissance de la Camarilla, hein, pour vous situer l'âge du personnage à peu près. Donc voilà. Et en fait, Villon lui a dit, bah écoute, je te donne ma prison. Donc le Hauts-de-France, c'était la prison de France. Sauf qu'il n'y a pas de plus belle prison
que celle où tu te sens libre. Donc, le truc était simple, tout le monde avait le droit d'y aller, on pouvait jouer ce qu'on voulait, tout le monde avait le droit d'y aller, et s'il y a quelqu'un qui faisait une connerie, je descendais. Le but de Marc de Montouloux, c'était un ancien guerrier qui était à la retraite, sauf qu'il avait la puissance de calmer tout le monde. Donc voilà, c'était simple. Vous faites ce que vous voulez sur les terres. En même temps, du coup, moi j'apprenais ce que faisait le sabbat, ce qui se passait à droite à gauche, et on remontait ça à Villon, histoire de dire voilà qui risque d'arriver ou quoi que ce soit. Mais voilà, et de l'autre côté, tout le monde croyait que c'était bien, que le gardien il était sympa et tout, sauf qu'il fallait pas l'énerver pour pas qu'il vous mette une claque. À côté de ça, du coup, le personnage en puissance, il avait effectivement toutes les disciplines physiques possibles, voilà. Et à côté de ça, le fait de côtoyer des gens du sabbat et tout ça, on peut apprendre un peu de thaumaturgie, un peu beaucoup, posséder d'ailleurs certains rituels interdits aux thaumaturges, qui a fait pas mal de jeux avec les Trémérés en disant c'est pas normal qu'un gangrel possède la rose amère, par exemple. Donc voilà. C'était non, c'était trash. Il y avait du trash. Et après avoir diablé un Assamite, il y a eu un peu de quiétus qui est apparu aussi et qui aidait bien en combat. Donc voilà. Parce qu'en fait, quand t'es 7e et qu'avec la magie du sang, t'arrives à descendre 4e gène, que tu te boostes à fond et que t'as toutes les disciplines qui vont bien avec, t'es tranquille. Et après, c'est les mêmes mecs qui vont pleurer parce que t'as un Brouja qui a les griffes. Va comprendre. Voilà. On a des principes, nous, monsieur. Vous avez à peu près tous les Dark Secrets. Après, dans les Dark Secrets qui étaient plutôt bien, Marc de Montouloux, ça a quand même été un des rares personnages qui a... Alors, il y en a eu plusieurs dans le Comte Camarien, mais qui a eu Golconde aussi bien à l'international qu'au national. Ouais, tu as joué en Angleterre, toi aussi. Ouais, c'est ça. Dans la Camarilla internationale, l'officiel. Puisqu'on avait eu, je crois que c'était, je ne sais plus, avec Raph et tout ça, on avait rencontré Steve Balfour, qui était le représentant de White Wolf à l'époque, justement parce qu'il y avait eu des bisbrouilles en disant ouais, vous n'êtes pas affilié à White Wolf, donc vous ne pouvez pas utiliser certains personnages ou ainsi de suite, comme vous le faites dans vos critiques. Et Steve Balfour et une autre américaine étaient descendus pour quelques jours et on les avait rencontrés pour voir ça à l'époque. Mais entre-temps, effectivement, pour mon travail, tout ça, je suis parti travailler en Angleterre et j'ai pu jouer le personnage en Angleterre où il a obtenu Golconde, justement. Et après, il l'a perdu, mais bon, voilà, quoi. C'était dans les Dark Secrets. Alors, on peut pas garder Golconde et faire de la politique. C'est pas possible. Et à côté de vous deux, là, je me sens quand même un tout petit Dark Secret de rien du tout. Hein. La nana qui a été élevée par les garous pendant un siècle, non, ça va, tout va bien. Ah ouais. Hein. Pendant 4 siècles. Et Balkir, alors, qu'est-ce qu'il avait à se reprocher ? Moi, rien. Je me suis fait défoncer par J'avais trop de gueule à la fin. J'arrivais à quasiment insulter tout le monde. Ça, c'était mon truc. Et tout le monde avait peur de sauter sur la gueule avec moi. Mais par contre, tous les copains gangrels connaissaient ma valeur quand même. Mais non, j'étais vraiment joueur. Et par exemple, je faisais quasiment 3 cités par mois. Grâce avec le camion, quoi, je faisais quasiment. Je commençais un conclave et je finissais une autre partie quasiment le week-end d'après. Donc, je propageais les informations à tous les copains. Tu vois, la meilleure chose, c'est d'avoir participé au conclave d'Arpajon quand le Sétite est arrivé. Là, il a dit: je suis Sétite et je vous emmerde. Et quasiment dans la même soirée, il y avait une partie à Orléans. Et j'ai décroché mon tracteur, tu vois, et j'ai directement à Orléans. Et tu vas voir la tronche des joueurs quand ils m'ont vu arriver en camion juste devant la salle. 3 coups de flash. Je suis descendu avec Stéphane Henry qui était à côté de moi. Et hop, on est rentré. Oh yeah, la mascarade, il y a un Sétite à Arpajon. Énorme. Et le comte qui avait prévu que l'information se propage dans le mois, le lendemain, quasiment à 4 heures C'est excellent. Ah, c'était fou. Mais C'était la fibre optique de l'époque. C'est ça. C'est ça. Le pigeon voyageur. Non, Balkir, il s'est fait Rien de défoncer. sale alors chez Balkir alors. Non, il s'est fait défoncer par l'archonte Trémère parce que par vengeance auprès de Romagnorska, vu que Romagnorska c'était mon papa.
c'était mon mentor. Et j'ai ouvert une fois ma gueule à Versailles en disant que j'étais limier de la justice. Et après, tout le monde voulait me poutrer. C'est ce qui est arrivé. Voilà, c'est comme ça que je suis mort. Et après, j'ai repris un antago. C'était une goule, la goule d'Henri d'Orlunis. J'ai joué Joinard de Lussac. Une goule en chinois, si vous vous rappelez. Oui, je m'en souviens très bien de ton petit costume de petit mandarin. Ouais, c'est ça. Bon, tu vois, comme quoi, on avait des choses à raconter. Mais moi, vraiment, le plaisir, c'était quand j'arrivais à Paris, je faisais Rungis, mon boulot, jusqu'à quasiment samedi matin. Et je décrochais, et tu te rappelles, Jérôme? J'étais dans la ruelle qui tenait à Lutetia, à Paris, quoi. Et, c'est moi plutôt, ouais. Ouais. Hop, je me souviens de ton camion. Pour recouper avec ce que tu as dit sur les antagos, moi, il y a un moment, bon, effectivement, le rôle comme toi, le rôle d'antagoniste, je considérais que c'était un devoir et que c'était important d'apporter du jeu à tous les autres et pas de leur en enlever, qui malheureusement pouvait quand même assez souvent arriver avec les personnages d'anciens. Mais en fait, c'était pas dans c'était dans les parenthèses. Ça devenait vraiment intéressant lorsqu'on sortait du script, parce que beaucoup de rôles d'antago étaient quand même parfois assez scriptés. Et lorsqu'on sortait du script et qu'on était vraiment face à une situation qui n'avait pas été prévue par aucun conteur, qui en général était amenée par un autre joueur. Et voilà. Et c'est là, c'est vraiment là que, parce que là, il y avait un vrai enjeu. Il pouvait se passer. Là, il fallait se débrouiller. Il fallait être intelligent pour essayer de correspondre au perso, pas faire n'importe quoi de fantaisiste qui n'aurait pas correspondu au perso. Ouais, c'était un vrai challenge. Oui, je suis d'accord avec toi. Là, tu pouvais prouver si tu avais la carrure ou pas de jouer un antago. Au départ, les personnages anciens, c'était les créateurs des associations locales. Bien sûr. Mais on a eu pas mal de gens qui ont été interviewés. Si vous écoutez Arnaud Fouché ou Julien Bourdette, qui ont été des conteurs de cité, et des gens qui ont dit oui, bah non, en fait, moi j'étais conteur, mais moi j'étais pas un bon joueur. Il y en a plein qui nous ont dit ça. Et puis finalement, j'ai jamais interprété un ancien parce que j'aurais pas été crédible pour mon propre compte. Donc il y avait quand même des gens qui avaient un peu de recul là-dessus. Oui, bien sûr. Oui, moi, je fais quand même la différence entre joueur et interprète. Pour moi, la différence est nette. Et c'est pour ça que, par exemple, je ne me considère pas du tout comme une bonne joueuse. Si on ne briefe pas sur un truc à faire, enfin la ligne d'un perso, quitte à faire une parenthèse, comme tu dis, une parenthèse imprévue. Mais si on ne briefe pas, je vais me retrouver dans le jeu, puis je vais un peu me dire oh là là, qu'est-ce que je suis trop bien contente aujourd'hui d'avoir sorti ma belle robe. Qu'est-ce que je fous là ? Je m'en fous, je comprends rien de toute façon. Est-ce que c'était Amiens où il y avait 3 antagos au kilomètre carré quasiment et plus d'antagos que de joueurs la première soirée. Ça c'est peut-être dommage je sais pas. Que c'était la deuxième soirée, tout le monde a fait le compteur, il a fait hop stop, on rentre les vieilles machines et puis on donne du jeu aux joueurs et là ils ont commencé à vraiment rigoler les joueurs. Après, tu vois. Je pense à la différence du dernier conclave qui était calibré pour que de toute façon ancien tout le monde ait du jeu. Et ça comptait pas tellement qu'on soit ancien ou jeune. Mais il fallait pas être ancien même. Au dernier conclave, plus t'étais ancien, moins ça allait pour toi. Donc, plus t'étais puissant, plus t'avais perdu tes pouvoirs. Et donc les nouveau-nés étaient mécaniquement plus puissants, surtout le deuxième soir. Et donc les anciens arrivaient avec la pétoche, parce qu'ils savaient qu'ils étaient à poil de chez à poil. Oui, c'était pas très agréable. C'est le conclave où les jeunes devaient être. Et c'est vrai que dans ces moments justement d'adrénaline, finalement le dernier moment,
dans mon souvenir, ça a été justement la fin, vraiment la toute fin du dernier conclave, au moment où finalement c'est une bande de nouveau-nés qui abat ton personnage. C'est génial. Et là, et le truc, bon, à un moment donné, c'est toi qui étais là au bord de la fontaine et qui s'est posé la question d'en profiter ou pas, ou c'était un autre joueur gangrel? Je pense que c'était un autre. Ouais. À un moment donné, donc il y a eu un nouveau-né gangrel, nouveau-né ou Anquilla gangrel, qui a été sur le point de diabler Saül. Et finalement, il a eu un moment. Il aurait dû le faire, franchement, il aurait dû le faire. Il aurait dû le faire, quoi. Mais il a eu, je sais pas quel moment de bonté, un reste de loyal bon tout moisi. Il l'a pas fait. Ensuite, une demi-heure après, ça y est, t'as un groupe de nouveau-nés que tu connais. Enfin, s'il y en avait un, enfin, c'était plus qu'un nouveau-né, mais bon, qui arrive, qui s'en prend à toi, et là, tu te dis, c'est pas prévu. Commence à faire domination. Ouais, mais t'es de quelle génération, toi? Bon, allez, retourne. Et là, après, chimestrie. D'accord, ok. Et là, effectivement, ça restera aussi un grand moment de finir comme ça, parce que c'est pas prévu et que c'est complètement à l'inverse de tous les scripts qu'on aurait pu avoir dans le passé, quoi. À l'occasion de cette partie, si j'ai un des regrets que j'ai, c'est de ne pas avoir diablé Antonius Valens, qui était sous mes pieds. C'est vrai. Guillaume, tu te rappelles qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Qu'on était profondément chaotique, bon, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais le clan gangrel, c'est des gentils. Principalement, c'est des gentils. Mais ouais, et à part effectivement ceux qui ont interprété des antagos, des personnages assez pourris de la création, qui ont des années et des années qui ont eu des années d'existence depuis un moment. Quand tu regardais les joueurs gangrel, les nouveau-nés gangrel ou quoi que ce soit, principalement, c'était pas des méchants. C'était vraiment, c'était clairement le clan où tu faisais tout jouer sur, tu prenais tous les jeunes et tu les menais par le bout du nez en leur faisant croire à tout ce qui était l'honneur et ainsi de suite. Les mecs, ils suivaient ça, ils suivaient l'honneur, ils étaient fidèles, ils étaient droits, c'était des chaotiques bons si on prend des alignements à la con, parce que ils étaient libres, ils faisaient ce qu'ils voulaient, c'était des individualités, mais à la fin, c'était tous des gentils. Il n'y en avait aucun parmi les nouveaux joueurs qui étaient des vrais méchants. Dans les vrais méchants, il y avait Saül, il y avait Romagnorska. Enfin voilà, il y avait des antagos qui avaient été créés pourris à la base. Et voilà, c'était même si tu prends Victoire, elle n'était pas foncièrement méchante. Elle voulait protéger ses jeunes et tout ça. C'était pas l'individualité. Elle n'était pas torturée ou quoi que ce soit. C'était les circonstances avaient fait Victoire. Ouais, voilà. Mais c'est pas un mauvais fond. Au départ, Victoire, elle n'était pas. Tu n'as pas diablé Antonius Valens alors que tu le pouvais? Non, je l'ai pas fait. Non, mais là, je pense que c'est la joueuse qui a déconné. Il y avait plus la place pour la Rosamère, tout le monde était pris. Je comprends ton regret. Je devais avoir envie de faire pipi, je devais penser à autre chose, je sais pas. À quoi ça tient? J'aurais dû le laisser, Caro, ça n'a rien apporté. Donc... Mais tu as tout à fait raison, et moi, ça me crispait chez les gangrels, justement, cet aspect-là des joueurs trop bons et trop gentils. Ça m'a toujours crispé, quoi. Je me suis dit, mais non, il en faut. Alors moi, je suis une fervente défenseuse du bon. Parce que depuis quelque temps, on me parle du héros préféré qui est, mettons, pour faire un parallèle avec les super-héros, Batman, parce que Batman, il est super torturé et tout. Et depuis, je sais pas, 2 décennies, on s'intéresse aux persos, son machin. Super, ok, pas de problème. Mais il faut des personnages bons et super droits, ne serait-ce que pour faire les pendants. Rien que ça. Et puis, parce que ce sont des persos qui, quand ils ont la puissance, ont la possibilité de faire du mal. Mais ils choisissent de faire du bien. Donc, c'est intéressant aussi comme concept. Donc, je défendrai toujours. Mais bon, il faut des princes pour embrasser les princesses. Non, mais... c'est vampire. C'est quand même le monde des ténèbres. C'est quand même vampire.
Ce sont des Eh ben, vampires. tu mordis à la rigueur pendant le bisou, c'est tout. Oh, Oh. je chipote pas. Parce qu'il y a des jeunes bons qui peuvent te permettre d'exister, Saül, qui te permettent de jouer avec eux. Non, mais bien sûr, mais tout à fait. Et c'est dans ces moments de lumière d'ailleurs c'est pour ça qu'il fallait des personnages qui soient faits d'ombre et de lumière. Et ces moments de lumière ont été des moments de roleplay rares, mais extrêmes. Alors, si je veux être méchante, je vous demande pardon d'avance, mais si je veux être Sois méchante, Vas-y. j'ai aussi observé dans des parties des joueurs qui, par volonté d'interpréter des personnages torturés, et noirs et méchants, se torturaient justement. Ils passaient tout leur temps à se dire je vais être mauvais et tout. Mais se privaient presque de moments de jeu parce ils avaient tous cérébralisé sur comment je vais pouvoir être le plus dark possible. Ben, je sais pas, suis le jeu. T'es pas obligé d'être absolument tordu. Si la situation s'y prête pas, peut-être que elle s'y prête pas. Ou si elle s'y prête, suis ça. Si elle s'y prête pas, fais autre chose. Et c'est tout. C'est beaucoup plus fluide que ça. Pour moi, c'est pas contradictoire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a aussi l'aspect romantique du vampire, érotisé presque, Oui. du vampire. Et on a eu c'est une histoire clair. d'amour. On a eu une histoire d'amour. Roman qui a chassé Hermine de Lussac devant Henri de Rubinis. Enfin, c'était l'histoire. L'autre, il a embarqué Hermine de Lussac. Voilà, c'était non, je ne veux pas. Bah si, tu vas vouloir, tu vas avec moi. Hop, Roman qui embarque Hermine de Lussac. La gueule de Rubinis qui était là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était génial ça. Tu te rappelles, Guillaume, à la partie gangrène? Ouais. Mais oui, c'était un. Et ça, une histoire. Et là, tout le monde. Il aime. Ouh. Là, tu arrives à la tronche des joueurs. Mais ça doit finir mal, à mes yeux. Voilà, c'est comme tu disais, dans le mythe du vampire, il y a effectivement il y a la Golconde pour le côté bien et tout ça, Voilà. mais ça doit être exceptionnel et c'est quasiment impossible à avoir ni rien. Ça reste un mythe, ça reste une quête que tu cherches, c'est le Graal quoi. Tu le cherches tout le temps. Mais effectivement, vampire c'est quand même dark, c'est censé être dark, mais c'est pas pour ça que les personnages doivent être dark. Après, ils arriveront pas à leur fin. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, au dernier conclave, on m'avait demandé de pondre ce qui était fait pour les gangrels. Ouais, merci. Au départ, c'était pondu pour être quelque chose qui pouvait amener à être bon et que les compteurs principaux ont pourri complètement. Mais c'était bien. C'était bien, il fallait le faire. On a tout corrompu, et sans te le dire. Mais c'était bien parce que ça marchait super bien sur le fait que tout le monde y croyait au départ d'avoir cette chance et le fait que vous ayez tout corrompu faisait que c'était voué à l'échec de toute façon. Donc bon, c'était pas le problème. Puis ça reste vraiment du vampire. Ça part sur le Graal et tout ça, mais de toute façon c'est voué à l'échec. Donc voilà. L'univers est sombre de toute façon, quoi qu'il arrive. Les amis, ça fait un petit moment qu'on enregistre. Je vais me permettre de guider un petit peu l'entretien. Vous avez cité à nombreuses reprises beaucoup de joueurs, beaucoup de personnages. Est-ce que vous avez en tête d'autres personnages gangrels qui ne sont pas là, qui vous ont marqué? Roman Yorska, c'est le personnage de Binge qui a créé les trucs et tout au départ et qui est un des fondateurs. C'est un personnage marquant. Ça a été souvent aussi bien quelqu'un avec qui on avait beaucoup de respect l'un pour l'autre, alors qu'on était à l'opposé l'un de l'autre. Mais ouais, ça reste le personnage principal. Hermine de Lussac avec Eve Puel. Il y avait Hanson, Alain Baudry. Il y avait Triskel qui était un très bon joueur aussi. Fun. Fun. Très bon joueur. Et Milarka, on l'a dit, Milarka. Pouillec aussi. Les Orléanais, il y avait Aimé Borac, Nicolas Soriou, avec Graziella qui jouait Fauve, Guillaume Fausten qui jouait, comment il s'appelle, le troisième de la griffe. Il y avait Nicolas Desrumeaux avec l'Arpenteur, qui était aussi l'Arpenteur. Un personnage gangrel qui a beaucoup bougé, qui a beaucoup raconté, et qui a qui est-ce qu'il y avait d'autre encore chez les gangrels? Dans le sud-ouest, qui incarnait un prince, et je l'ai croisé Carcassonne et Grenoble. Hackman
Voilà, c'est ça, Hackman, c'est ça. Ouais, Martin exactement. Tournay. Ouais. Jean-Louis Richard, qui jouait Chaka. Chaka Blackstorm. Voilà, Chaka Blackstorm. c'est celui que j'allais citer. Il y avait Stéphane pour Suliek. Mmh. Suliek, tu te rappelles, celui qui jouait quasiment l'animal. C'est bien, hein, vous en avez cité pas mal déjà. Après, t'avais Quentin Christie, qui était un personnage Ouais. très spécial, qui était lui vraiment un gangrel de salon. Donc, à l'opposé, en fait, c'était quelqu'un qui avait été élevé dans le sabbat et tout ça. Donc, quand il arrivait, ça faisait effectivement le gangrel citadin, anti-tribu, et qui a quand même été jusqu'à être marquis de Lille. Hein. Donc, voilà, et qui voulait, lui, se racheter une fois qu'on l'avait sorti du sabbat pour reprouver qu'il était non vraiment camarien et pas sabbatique et tout, mais qui traînait des valises très méchantes. Ouais, grosse comme lui, ouais. Ouais, ça, c'était clair. Du coup, moi, j'aimerais quand même vous poser une question. Est-ce qu'il y avait beaucoup de joueurs gangrel dans vos cités respectives? Arrête. À la fin, on en a entre Versailles, etc. On Pas n'était trop. plus d'une trentaine. C'est facile. Hein. J'ai encore la liste dans mes affaires et oui, on était très nombreux à la fin. Très. Sur les Hauts-de-France, si tu considères Lille et Dunkerque, tu as dû avoir aussi facilement un tronc commun de gangrel à travers toutes les années qui a toujours tourné aux alentours d'une quinzaine, vingtaine de quand gangrels. même. Nancy, ils étaient 8, 9, facile. Orléans, ils étaient pas mal. C'était Orléans, ouais, il devait être ils n'étaient pas si nombreux que ça, il devait être une petite dizaine, enfin, ouais, c'est ça. Et en toute logique, je peux vous parler de Paris, c'était le clan le moins représenté à Paris. Ouais, ça On avait trop. Alors, Il n'y avait pas beaucoup de bois pour faire pipi. une espèce de petit citadin. Là. À Versailles Saint-Quentin, on a toujours tourné autour de 4. Donc on était. Oui, alors à Versailles, au début, on faisait des battues pour les limiter, les gangrels. C'est pour ça aussi que vous n'étiez pas nombreux. Mais... Ah ouais, c'est pour ça. Quand tu te présentais devant le compteur et que tu disais que tu voulais jouer au gangrel, on t'invitait quand même à jouer autre chose. Hein. C'était des méthodes. Ouais, Ouais. moi aussi. Quelle Ouais. ségrégation. C'est Non, moche. mais bien sûr, mais pour garder une certaine crédibilité de cité, moi c'est pareil. Hein. Sur 100 joueurs, s'il y avait 3 gangrels, c'était le bout du monde. Je compte pas ceux qui se faisaient passer pour des gangrels, hein, bien sûr. Hein, Ah ouais. Pour essayer d'apprendre les griffes. C'est ça. Mais on incitait les joueurs, on leur disait bon, ouais, tu vas te faire chier. En gros, c'est pas le clan sur lequel tu vas le plus t'épanouir à Paris, parce qu'à Paris c'était compliqué de faire des vraies histoires, comme disait Caro, du folklore. C'était par les buts de Chaumont. C'est parce qu'à la question de aviez-vous des meutes ou des coteries de gangrel, il y a peut-être aussi, il faut voir également dans les années, au début des années 90, on n'était aussi pas très nombreux au départ, même dans chaque tout à fait, ouais. Et donc encore moins nombreux à être gangrel, quand il y avait un jeu très, très urbain, c'est vrai. Donc du coup, pour ce qui est de Grenoble, par exemple, ça avait amené effectivement à créer des coteries ou des meutes comme les veneurs, mais multiclans. Parce que si on l'avait limité au clan gangrel, on aurait manqué de joueurs. Le moment où, à mon avis, moi j'ai vu que ça commençait, il commençait à se créer une vraie dynamique importante avec beaucoup de joueurs et pas seulement à l'échelle nationale, mais surtout à l'échelle régionale. Effectivement, c'est sur la fin des années 90. Et je pense que là, il faut rendre à César ce qui appartient à César. En tant qu'ACN Gangrel, donc Benji, a fait beaucoup. Et notamment, moi, la première fois que en Rhône-Alpes, j'ai vu vraiment un jeu gangrel intercité, ça a été une première réunion locale des gangrels de Lyon, de Saint-Étienne, de Grenoble, d'Annecy, de Chambéry. Et là, on était assez nombreux, effectivement, pour faire une partie. Mais du coup, dans les villes respectives, dans mon expérience, les coteries étaient plutôt multiclans. Alors justement, il y a eu un conclave gangrel, c'est ça? Ah, il y en a eu plusieurs. À côté d'Orléans. Moi, je me souviens de celui qui était à côté d'Orléans et je salue les organisateurs parce que ça s'était passé dans un site troglodyte. Eh ben, et c'était assez spectaculaire. Oui.
Toi tout seul? T'avais Ouais. fait ça tout seul? J'ai passé toutes mes D'accord. vacances à faire que ça. Et non, la Fédé m'avait beaucoup donné un coup de main, mais j'avais laissé le compte aux ACL et j'avais tout organisé autour. C'était un très beau site, très impressionnant et très agréable. Je n'aime pas dire du mal des absents, mais ont révélé une petite turpitude de Benji. Alors, j'ai pas eu malheureusement la chance, j'avais décroché de participer au conclave Gangrel. Ce qui s'en rapprochait le plus, ça a été une réunion des Gangrel dans la campagne près de Lyon, où on avait en fait le clan de Rhône-Alpes et du Dauphiné. Je prête main forte à Benji pour l'organiser et on prévoit de faire un feu de camp en forêt. On arrive avec un fût en métal, mais un très gros, quoi, coupé en deux, posé à l'horizontale, dans lequel on balance des gros, tu vois le niveau Gangrel du joueur, des joueurs. Donc on se dit bon, allez, on a c'est en métal, ça va nous protéger. Donc on met nos bûches de bois et là on l'arrose d'essence. Et on approche une allumette. Oh putain, j'ai cru qu'on allait. Oh les pauvres. On a fait tous un bond en arrière. Tu Quand m'étonnes. t'as une espèce de flamme d'explosion qui s'est déclenchée, mais on a eu une chance mais phénoménale ce soir-là, parce que personne n'a été blessé, mais ça aurait pu être hyper grave, quoi. Mais on a eu notre feu ensuite. Les cons. Avec le recul, je sais pas qui est le clan le plus bourrin entre les Broujats et les Gangrel. J'ai pas arrêté d'y repenser depuis que vous parlez. Les Broujats qui vous ont précédé se sont pas mal moqués de vous, hein, quand même. Hein. Oui. Vous écouterez ça. T'as remarqué, pas trop nous. Hein. Ah ouais, c'est vrai, vous êtes assez respectueux, eux beaucoup moins. Oui, aucun scrupule. Ils se sont moqués de vos réunions. Mais finalement, à vous écouter, waouh, c'était quand même des bons bourrins quand même. Hein. Tu sais comment on blaste un Broura qui a les griffes de loup? Non. À coup de domination, bien sûr. Tu lui intimes de se ronger les ongles jusqu'à ce que mort s'en suive. On va commencer à approcher de la fin de l'émission. Est-ce que vous avez encore des souvenirs, des beaux souvenirs que vous avez envie de partager avec nous? Beau, non. Des anecdotes pourries, oui. Oui, bien sûr. Moi, je me rappelle de Versailles, une des parties nationaux, où plein de petites nanas toréadors m'entourent avec leurs éventails et commencent avec leurs éventails à m'insulter. Parce que grâce à la Montaigu, ils avaient réussi à créer un langage avec les éventails. Ils m'entouraient, ils me posaient des questions très connes, quoi, mais et ils m'insultaient avec leur bordel. Tu vois, c'est genre, ouais, t'as vu, c'est une espèce de sauvage, etc. Et je leur ai dit tout simplement, si vous continuez vos machins, je vais vous les enfoncer là où le soleil ne brille pas. Et les nanas offusquées partir, ouh, quelle brute, sauvage. Oui, c'est ça, continue. Ça, c'était un beau plaisir. Et de satisfaction, ouais. Si, t'avais le truc de dire, quand t'étais Gangrel, de balancer une vérité, et tout le monde était persuadé que c'était la vérité, et après de trouver quelqu'un grâce à ça. Ça, c'était le bonheur. Après, bon, je sais pas, si vous avez des anecdotes, les copains? Bah, ça, pour rire les gens grâce à ça, une fois, ça nous a joué un tour. C'était à l'époque, on se baladait donc pour promouvoir l'autarcie avec Sébastien Cotteret. On allait faire notre tour de France, aller dans toutes les villes. Et en fait, on se dit, on va à Nancy. Et c'était à l'époque un baron Gangrel. Donc le gars, il nous voit arriver et puis tout de suite, il dit faut que je vous parle. Vous n'avez pas le droit de parler de l'autarcie. Vous n'avez rien à dire, tout ça. On lui dit écoute, on est sur tes terres, on veut bien faire comme tu veux, c'est toi le chef, sauf que on est Gangrel et on peut pas mentir. Donc on dira rien, mais si on vient nous poser des questions, on sera obligé de répondre. Là, il monte sur ses grands chevaux, il fait ouais, non, vous avez pas le droit, je veux rien savoir et tout. Là, je le regarde, je dis bah écoute, on est Gangrel, on va aller discuter ça en ordalie. Et là, il me regarde et rien que sur la réputation du personnage, il fait non, c'est bon, vous pouvez répondre aux questions et tout ça. Et hélas pour lui,
dans la soirée, ça a fait le tour et il a été appelé Petit Slip moins de 20 minutes après. Et donc, ça lui a pourri tout ce qu'il avait comme prestige ou quoi que ce soit, alors que c'était pas le but. On était venus, mais voilà quoi, c'était. D'accord, Petit Slip, voilà, c'était. Donc, voilà, ça, c'était une émission drôle. Après, moi, j'ai de très, très bons souvenirs du conclave de Lyon, qui était, donc, qui était dans un château aussi, qui s'était très, très bien passé. Le fait que ce soit la première rencontre avec beaucoup de personnages, parce qu'à l'époque, on se baladait pas mal, mais on n'allait pas, enfin pour les joueurs lillois, tout ça, on n'allait pas dans les parties conclaves, dans les parties nationaux et tout. On faisait du jeu souvent avec Nancy, avec Strasbourg, avec Orléans et tout, mais après voilà, les grosses parties, on n'y allait pas, on se déplaçait pas, c'était pas notre truc. Donc par contre, Lyon, c'était très très bien, très très fort. Et j'ai aussi une partie, mais là à l'international, où on a pu jouer dans les rues de Jacques l'Éventreur, dans le musée de Madame Tussaud, qui avait été privatisé à l'époque, rien que pour la partie. Et ça, c'était un gros moment aussi, quoi. Ce qui était super dans les conclaves, c'était les lieux, en fait. C'est indépendamment des joueurs, c'est aussi les lieux que les associations réservaient. Qui vraiment donnait de l'éclat, celui de Carcassonne, les Tours Comtales, la maison Huchet à Paris. C'est une bonne mémoire, ouais. C'est aussi sympa, quoi. Après, les autres, la mémoire s'étiole, mais les lieux étaient sympas des conclaves, quoi. Si tu te rappelles, pour la dernière partie, la partie Natio, au château de Fleury-les-Aubrais, à côté d'Orléans, non? Il était beau, ce château. Ouais. Et Pierrefonds aussi, hein, pour ceux qui y étaient. Je ne sais pas si tu y étais, toi. Il y a eu une partie à Pierrefonds. Ouais. Ah ouais, quand même. On a réussi à... Waouh. D'autres anecdotes? Non, ça, moi, c'est des anecdotes techniques. Par exemple, j'avais un personnage qui, à force d'utiliser animalisme, c'est un peu le problème des gangrels, à force de transformer en bête, tu finis par garder certaines traces de la bête. Ouais. Donc, mon personnage qui se transformait en corbeau, j'avais choisi de m'apposer sur le visage des plumes noires. Alors, c'était pas terrible. Aujourd'hui, je me le prendrais très différemment, mais c'était l'idée. Et je collais ces plumes avec une colle latex. Et pour la partie à Orléans, je me souviens ne pas trouver mon latex. Et j'ai collé mes plumes avec de la colle à faux ongles. Oh. Quand il a fallu enlever les plumes, je suis partie avec des morceaux de peau qui ont poussé pendant les 15 jours suivants. Mais je tenais tellement à ce que mon perso soit... Voilà, je ne pouvais pas ne pas mettre mes plumes. J'ai collé ça avec ce que j'avais. C'était horrible. Ça n'avait rien à voir. Et des trucs comme ça, j'en ai des tas, quoi. Marc de Montelot avec son poncho et son chapeau. Avec mon kilt. Mon chapeau, ouais. La cagoule en latex. Alors, en latex, ça était top. Et la cagoule, tu transpires dessous. C'est monstrueux. Plus le pantalon en latex. Là aussi, tu transpires. Quand il fallait l'enlever... C'était du latex, pas du cuir. C'est ça. Quand il fallait l'enlever, en fait, ça colle. À la fin d'une soirée, tu as transpiré dedans, ça colle. L'épilation gratos. Voilà, ça t'arrache les poils. Et puis, les gants avec les griffes, où tu peux rien faire, en fait. Tu peux toucher aucun objet, rien, quoi. Donc, en fait, t'es handicapé. Le costume, oui, ça pouvait être parfois un truc de fou. Les griffes, mais qui se barrent. Qui se décollent. Une fois, on rentrait avec Seb Cotteret, on rentre, mais ça, je suis sûr que quels que soient les clans, il y a des histoires comme ça aussi. On avait fait une partie à Orléans, et puis on se dit, vers 3h, 4h du mat', on dit, wow, Orléans-Lille, allez, 2h, 3h de route. On rentre, on dort pas sur place ni rien, on rentre et tu t'arrêtes sur une aire d'autoroute pour prendre un café parce que t'en peux plus, sauf que t'as pensé à rien et t'es toujours en costume et tu rentres dans la station-service pour boire, toi, avec tes lentilles qui sont plus toutes droites ni rien, ton costume qui est plus... Seb qui était aussi dans un costume, je sais plus comment il était ni rien, et donc on prend notre café, déjà tout le monde t'est regardé et tu vois sortir des toilettes une drag queen, mais en tenue aussi, et tu te dis, mais voilà, t'étais dans un autre monde, c'était un après-party, et c'était des trucs où tu te dis, ouais, rien que ça aussi, c'était des moments, c'était top, quoi, c'était...
Avec Vincent Fortin, on rentrait d'une partie sur Paris. Et du coup, on s'était fait flasher entièrement déguisé. Ça a dû être sympa, ça aussi. Ah, excellent. C'est à garder. On a eu droit à à coller. une photo. Elle n'était pas gratis, mais on a eu droit à une photo. C'est pas un souvenir que j'ai vécu. Et c'est la première année à Grenoble, on avait organisé en fait des parties. Tout à l'heure, vous disiez, il y avait des parties où il y avait plus d'antago que de joueurs. Mais là, c'était volontaire. Il y avait un joueur qui jouait son personnage d'ancien. Tous les autres joueurs de Grenoble et de Saint-Étienne qui venaient nous rejoindre jouaient des antagonistes. C'est-à-dire qu'on lui faisait une partie pour lui. Oh, Waouh. Joli. Voilà, on lui faisait une partie pour lui mettre la pression et pour voir ce qu'il allait donner tout seul et sans script. oh, excellent. Wow. Et là, c'était la partie l'ancien Broura. Et l'ancien Broura, il a rendez-vous devant le grand cimetière Saint-Roch de Grenoble avec des anarques. Mais là, voilà, donc le joueur tout seul, vers 11h minuit, va à l'entrée du cimetière. Et là l'attendent d'autres joueurs. C'était des joueurs de Saint-Étienne. Il y avait Sébastien Baudou. Je ne sais pas si ceux qui l'ont connu. Bien sûr. Alexandre de Saint-Georges. Mais là, il jouait un anarque. Et il avait pris des airguns dans son sac à dos. Et là, la police passe. La vraie police passe. Et s'arrête. Fait contrôle d'identité, vous êtes qui, vous faites quoi devant l'entrée du cimetière à cette heure, etc. Et là, vous avez quoi dans vos sacs? Des airguns. Et là, en fait, on va vous expliquer, on fait un jeu de rôle, Donjons et Dragons. Et là, il y a un des policiers qui dit: ah ouais, je connais bien tout ça, bon, ça va les jeunes, allez, restez pas là. Et alors, donc moi j'étais conteur, je l'ai pas su parce que j'attendais chez moi dans l'appartement où on allait jouer le sabbat qui allait faire passer un très mauvais quart d'heure aux joueurs. Donc on l'a su. Finalement ils sont arrivés, le jeu a continué, on savait rien et c'est après la partie ils nous ont raconté ce qui leur était arrivé. Surtout à Grenoble. Ouais. Ville un peu mafieuse. Tu plaisantes pas avec ça. Aussi, Nicolas M, il en sait quelque chose. En termes de souvenirs, bon, on a parlé de tous ces moments où tu passes en jugement, ou plus exactement, ton personnage risque vraiment de mourir et tu t'en sors par tes propres moyens. Et là, tu te sens très fier et tu as un grand moment d'adrénaline, puis ensuite une grosse redescente. Mais en fait, chaque conclave a été meilleur que le précédent. Plus l'habitude du personnage, plus l'habitude du jeu, plus l'habitude des autres joueurs. Et donc de fait, le dernier était le meilleur. Et là, j'ai deux souvenirs de roleplay, de pur roleplay, totalement liés à aucune intrigue, juste liés au personnage, quoi. D'un côté, la Golconde et ses questions religieuses, de judaïsme et de christianisme, et de l'autre, le fait qu'il retrouve dans une joueuse ce qu'il croit être l'incarnation de son amante décédée depuis des siècles. Et donc là, voilà. Par contre, comme Caroline, j'ai un regret. Là, j'ai un regret par rapport à ce dernier conclave. J'ai pas du tout compris le deuxième jour. J'ai pas du tout compris que c'était un an après, et j'ai pas du tout compris. J'avais trop bu, je sais pas, j'étais ailleurs. J'avais pas compris que c'était la fin. Donc j'étais en mode survie du personnage comme d'hab. Alors que, en fait, du coup, j'ai raté des occasions d'orchestrer une fin finale mythique, quoi. Et bon, la fin était sympa quand même. Ah, c'était top. Ouais. Voilà, quoi. Ouais, j'ai raté la fin aussi, tu sais, JP. Ouais, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le jeu. J'ai pas pu assister à la fin du jeu. C'est mon autre énorme regret. Aïe. Bon, vous avez les vidéos, hein, si jamais vous voulez regarder. Hein. Tout est en ligne sur le site. Hein. Mes amis, ça va bientôt faire 2 heures qu'on discute ensemble. Autant que les Broujas. Plus, vous avez dépassé les Broujas. Mission accomplie. C'est ça. Si c'était un challenge. On n'a pas de challenge avec les Broujas, on est au-dessus de ça. Aucun. On n'a pas besoin de les critiquer. Qui
C'est ça. Oui, qui d'ailleurs? Si ça vous dit de nous parler un petit peu de vous, qu'est-ce que vous devenez hors jeu les uns les autres après tout ce temps? Je suis de métier comédienne et j'exerce autant que l'intermittence me le permet. Et dans les moments de trou, je travaille dans une maison d'édition. Voilà. J'ai eu un énorme trou de jeu de rôle et puis là, je pense que c'est toi, Steve, la première proposition. J'ai repris des jeux sur table, enfin en visio, Aussi. vu les circonstances. Ouais, Voilà. ouais. Steve, Moi, ma plus belle réussite, je me suis marié avec une femme que j'ai cherchée longtemps, que j'ai courtisée pendant 10 ans avant de me marier avec elle. Et j'ai deux belles filles, Johanna et Camille, voilà, bravo. tout simplement. Et je suis toujours chauffeur routier en frigorifique. Donc, je fais le yaourt, les fromages et les fruits et légumes le matin dans vos hypermarchés, etc. Mais là, je suis plutôt posté vers la Bretagne et c'est déjà pas mal, c'est déjà très grand. Guillaume? Moi, maintenant, je travaille dans l'informatique pour le groupe Atlantique, dans l'énergie. Et en fait, là, je suis un heureux papa depuis 3 ans. Donc ça prend à temps plein la vie. Donc il y a plein de choses qui ont été mises de côté pour Léonie. Et puis, mais ça me va très très bien comme ça. Et j'ai repris le jeu de rôle aussi depuis peu, parce que j'avais fait une grosse parenthèse jeu de rôle pour les activités professionnelles et sportives. Et là, j'ai repris le jeu de rôle sur table avec des anciens, pas mal d'anciens, Sébastien Cotteret, Julien Leb, la bande, mais on joue plus du tout du vampire ou quoi que ce soit. On est passé sur autre chose. On est passé sur du Shadow World. Et ça fait plaisir quand même de rejouer quand même et de se retrouver tous, quoi. Je fais une toute petite parenthèse, mais je nous vois tous, on a pris de l'âge, on a avancé. Et à l'époque, on jouait des personnages parfois âgés, mais on était tous des genoux. Et aujourd'hui, voir la sphère du GN au sens très large, vampire, mais pas seulement, s'enrichir de joueurs qui sont vraiment plus âgés, je trouve que ça donne un corps, une épaisseur au personnage qui est drôlement chouette. Et j'ai hâte de replonger dans le GN pour voir des vraies grandes différences d'âge, parce que ça va donner en jeu. Absolument. J'ai fini ma parenthèse. JPC, qu'est-ce que tu deviens, toi? Moi, l'ambition que je n'ai pas réussi à réaliser dans la Camarilla, j'ai fini par la réaliser. Donc maintenant, je suis un ventrou, chef d'entreprise, qui fait suer le burnou et qui récupère ses dividendes à la fin de l'année, tout en prétendant à ses collaborateurs qu'il organise un management libéré. Donc, voilà, donc. C'était bien mon trou, hein. Ah oui, voilà, exactement. Non, Ça a mal tourné. ouais, oui. Voilà. Et JP, qu'est-ce que tu du deviens? coup, moi, je suis toujours enseignant, donc en histoire-géographie. Donc les histoires que je racontais aux jeunes de la Cama, cette fois, je les raconte à des plus jeunes, quoi. Et puis ouais, ma plus belle réussite, c'est ma fille qui était en construction pendant la partie du dernier conclave. Ouais. Et donc la maman a pas pu être là parce qu'elle travaillait à l'avenir. Donc voilà. Donc du coup, ça doit faire 6 ans à peu près que Voilà, c'est ça. on a joué en fait. Hein. Exactement. Bravo. Déjà, si. C'est l'heure de se quitter comme vous le savez bientôt. Une expression ou une phrase culte, c'est ce qu'on demande à chaque fois aux gens qui participent à l'émission. Une expression, une phrase culte que vous retenez de vos années passées au sein de la Camarilla. Que ce soit sérieux ou pas, évidemment. L'expression que je retiens, c'est « ça n'existe pas ». Elle est sortie, cette phrase, la première fois après le conclave de Lyon, quand on parlait d'une société pyramidale, n'est-ce pas Vincent, avec Raph, Roro et compagnie. Et cette fameuse société, ça n'existe pas. Et après, ça a été mis à beaucoup de chance sur plein de choses qu'on devait expliquer à des joueurs, des trucs comme ça. On les regardait. Alors, c'était pire que de l'hypnotisme ou du truc tréméré. C'était « ça n'existe pas ». C'était... Belle référence. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous reviennent? Oui, moi j'en ai une après la partie d'Amiens.
où tout le monde voulait se friter. Enfin, il y avait des jugements, des destructions et compagnie, habituelles, quoi, comme d'habitude. C'était la chanson qui sortait à ce moment-là. Et c'était Jennifer, c'était Au soleil, tout, 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 tout. Si tu décortiques bien toutes les phrases, eh ben, ça rentre bien pour le vampire. On va se réécouter ça. Pour moi, ça sera une expression en jeu que Saül a prononcée. Dieu châtie les faibles. Simplicité. Moi, c'est pas une citation qui vient de moi, c'est celle du cardinal Simon qui m'a dit buvez ce sang. Et je l'ai trouvé très sympa parce qu'en fait, pour me punir d'avoir tué un membre de sa cité, il m'a filé son sang à boire. J'avoue que comme sanction, c'était plutôt pas mal. On a une autre petite question rituelle aussi. Une œuvre que vous auriez à recommander à ceux qui nous écoutent, qui vous a marqué récemment. Ça peut être en lien avec le vampire ou pas du tout. Alors, c'est pas une œuvre récente, c'est une œuvre très ancienne, donc c'est pas récemment que ça m'a marqué, mais moi, c'est le livre de la jungle. C'est classique, le personnage de Balou, le fameux il en faut peu pour être heureux, voilà, c'est une leçon de vie et c'est ce que je conseille à tout le monde. La preuve, on se retrouve tous ce soir après 20 ans ou quoi que ce soit, c'est comme si c'était hier. Et qu'est-ce qu'on a eu besoin d'autre? Après, il nous est tous arrivé des tas de choses et tout, mais c'est des petits moments comme ça où voilà, ça suffit à passer une bonne soirée, à tous discuter, tout ça. Et on a quasiment besoin de rien, quoi. Tous d'être ensemble, de papoter, se rappeler des souvenirs, peu importe. Moi, j'aurais tendance à vous proposer de relire Terry Pratchett, la version, bien sûr, pour les sorcières propre aux vampires, Carpe Jugulum, hein, la version d'un vampire intelligent et qui arrive à manipuler même des grandes sorcières. C'est génial, ça. Excellent. JPC, je te vois regarder tous tes livres autour de toi, tu cherches l'inspiration. C'est compliqué. Ça va être compliqué. Ça risque d'être un peu ésotérique. Alors, on en a eu déjà. D'accord. Je recommanderais à tout le monde de lire le Miracle de la pleine conscience par Thich Nhat Hanh. C'est un moine bouddhiste vietnamien venu en France il y a fort longtemps. Ça vous parlera de méditation, mais ça vous parlera pas de méditation d'une manière commerciale, hein, comme on en entend beaucoup parler aujourd'hui, et ça vous parlera de méditation d'une manière à la fois concrète, pratique, mais qui n'évacue pas toute la spiritualité bouddhiste, qui me semble incontournable. Pour moi, ça a été un tournant il y a 15 ans. Bah, d'ailleurs, enfin, la découverte de la méditation de pleine conscience. Ouais. C'était donc tout ce qui s'en rapporte. Et le bouddhisme. ROJP. J'ai 3 choses qui me viennent en tête. Je vais vous parler d'abord d'un ouvrage qui est un travail de recherche qui s'appelle l'Atlas de l'Anthropocène, écrit par François Gémen et Alexandra Rankovic, qui sont, pour François Gémen en tout cas, l'un des spécialistes du GIEC, et aux éditions des presses de Sciences Po. Pour tous ceux que le changement climatique intéresse, ce sont des données chiffrées, ce sont des données solides et passionnantes sur le poids qu'on pèse sur cette planète, ce que ça représente exactement. Quand on veut savoir en tant que personne où on en est de ça, voilà, ça c'est de l'info dure et solide. Mais c'est un ouvrage. En œuvre, à proprement parler, je suis une indécrottable de la littérature classique. La littérature française du 19e siècle et l'anglaise cœur. Dickens, Victor Hugo, des choses. Oui, je sais, c'est un peu ancien. Et enfin, des travaux à nouveau sur l'interprétation, parce que c'est mon métier. Des bouquins comme No Acting Please ou Respect for Acting, pour tous ceux qui s'intéresseraient au roleplay et à ce qu'on peut apporter à la qualité du roleplay. Jouer, certes, mais pas surjouer. Il y a des choses très bien qui se font dans ce secteur-là. Voilà. Excellent. Moi, je ferai rien d'original, mais parce que je l'ai relu dernièrement, c'est de relire en fait Entretien avec un vampire de Anne Rice.
qui je trouve était assez novateur et véritablement, ça reste un plaisir à redécouvrir, quoi. Belle référence. Je suis content que tu l'aies cité. JPC, tout à l'heure, tu parlais de la romantisation du vampire, de son érotisation, ça c'est vraiment... Nice. Tout est là. Hein. Oui, tout est là, tout à fait. Et ça me permet de rebondir sur ce que vous disiez tous les deux. Moi, j'ai relu il y a 2-3 ans Lovecraft, notamment dans des nouvelles traductions, y compris certaines de ses nouvelles dans les contrées du rêve. Et à 50 ans, j'y ai vu des choses que j'avais jamais vues quand je l'ai lu à 15 ans, quoi. Et j'ai eu l'impression d'une œuvre d'initié pour certaines de ces nouvelles. Je partage. Relire quelque chose qu'on a lu adolescent, je crois que franchement, ça vaut le coup. La psyché n'est pas la même. Ouais, la maturité, l'expérience. Merci beaucoup à tous pour ces recommandations. Je crois qu'il est temps pour vous et pour nous de retourner dans nos caveaux respectifs, de retourner dans notre torpeur bien heureuse. Ça a été un bon moment, un long moment, puisque vous avez pété les scores du clan Brouja, comme on l'a dit. C'était un plaisir. Vous avez été particulièrement loquace, c'était très très intéressant. Grand merci à vous deux. Merci pour ce que vous faites. Et tout ce que vous venez de faire ce soir, et tout ce que vous avez fait pour le dernier conclave. Et à toute l'équipe qui est derrière. Hein. Ouais. On ne redira jamais assez, quoi. Ça fait très plaisir, très très plaisir. On transmettra. Voilà, on garde contact, gardez le contact avec les autres en écoutant les autres épisodes. C'était super de vous avoir tous les 5. Et puis on vous dit, on espère à très bientôt, d'accord ? Ça marche. À bientôt. Allez, à vous. Ciao, ciao. Salut Guillaume. Salut tout le monde. Salut. Bisous. À ton avis, t'avais assez de conneries ou pas, non ? Alors c'est pas assez, je pense que c'est... C'est trop. Un peu trop. Cardinal Simon, quand est-ce que tu deviens Pape Simon ? C'est pour le prochain conclave 2025.